Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour faire la review du chapitre 18 de Boruto True Vortex et on va directement commencer par ce qui se passe du côté ou à proximité du village de Suna, puisque les deux Shinju, Matsuri et Ryu, ont compris qu'ils étaient en train de se faire avoir par les shinobi de Konoha et de Suna, notamment Mitsuki, Sarada, Yodo, Araya, ainsi que Konohamaru. La situation est devenue très dangereuse pour les shinobi en toute fin de chapitre 18. Déjà, on va commencer du côté de Ryu, qui lui a compris que Yodo, par rapport à cette soif de vaincre l'adversaire et de vouloir sauver à tout prix Shinki, et Ryu a compris que les shinobi étaient en train de le manipuler et qu'en réalité, il ne voulait pas rechercher Boruto, mais bel et bien tendre un piège à Ryu. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même s'ils sont en surnombre, les shinobi, ils sont en difficulté rapidement. On voit Ryu dans ses œuvres en train d'utiliser les compétences de Shinki, parce que c'est son alter ego, la limaille de fer. On voit que Sarada est directement manipulée par ce pouvoir et elle tente, malgré elle, de tuer Yodo, et on voit que les autres personnages sont aussi en difficulté. Et ce qui est intéressant, là c'est un beau petit teasing pour un personnage secondaire, Araya dégaine son arme, son épée, pour pouvoir libérer Sarada, et certainement qu'il pourra faire de même avec les autres. On est sur un personnage qui a la détermination de vouloir sauver Shinki à tout prix, et surtout vaincre Ryu. Alors qu'est-ce que ça peut donner cette histoire Araya face à Ryu? Parce que c'est la vraie petite interrogation. On s'attend à ce que Konohamaru par exemple commence à briller enfin dans l'œuvre de Boruto, et l'adversaire de Matsuri, qui est l'alter ego de Moegi en termes d'enjeu, c'est le meilleur moyen de mettre en avant Konohamaru. Mais là, pour mettre en avant Araya, qu'est-ce qu'on va avoir dès le prochain chapitre? Parce que là, on est sur un personnage secondaire plus. Je veux dire, avant cet arc-là, je suis persuadé que parmi vous, pour ceux qui ne suivent pas l'animé, Araya, vous ne le connaissez pas. Je pense qu'il y a un véritable intérêt à le mettre en avant avec Yodo, mais j'ai aussi la petite nette sensation que ça pue la mort, cette histoire. J'ai l'impression que ce personnage pourrait se sacrifier, mourir pour sauver les autres, et surtout dans la finalité, sauver pourquoi pas Shinki. En tout cas, ce qu'il faut par rapport à cette menace, qui est donc représentée par les Shinju, à un moment donné, il va falloir des conséquences, et des conséquences tragiques, des morts. Alors, ça sera peut-être Araya, peut-être que ce sera Konohamaru, peut-être un autre personnage, il y a des soupçons d'une potentielle mort sur Mitsuki. Qu'est-ce que ça apporterait une mort? Déjà, de l'émotion, voir un personnage développé, ou peut-être avoir son moment de gloire et mourir juste après, ça rend toujours triste ce type de situation. Mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est par rapport tout simplement à la crédibilité de la menace. Il faut montrer que les Shinju sont dangereux, ça oui on le sait, mais il faut montrer que les Shinju sont capables de tuer. Par exemple, Gaara a failli mourir face à Matsuri, mais il n'est pas mort. Ça aurait dû être le cas aussi pour Shinki. On est toujours passé à 2 doigts de la tragédie. Alors, il y a eu des morts avec les Shinju, mais des personnages random. Maintenant, il va falloir step up en termes de dramaturgie pour donner de l'impact à l'œuvre de Boruto True Vortex. Parce qu'on s'attendait à quelque chose à la fin de Boruto, que Boruto perde tout. Alors là, en soi, dans cette situation, ce n'est pas forcément lié à l'omnipotence et donc ce qu'a pu subir en termes de conséquences Boruto. Mais on n'a toujours pas eu de conséquences qu'on ne peut pas songer, de conséquences définitives concernant une situation, soit une mort, soit un autre aspect du scénario. On n'a pas eu ça, même l'omnipotence sur Boruto, enfin l'omnipotence d'Eda sur Boruto, et Boruto est en train de tout récupérer et va finir par tout récupérer à un moment donné. Donc il faudrait à un moment donné que dans cette œuvre, il y ait des pertes définitives. C'est ce qui rajoute du crédibilité à cette œuvre et aussi son charme. De plus, s'il y a un personnage qui meurt, ça peut mener à beaucoup de choses d'un point de vue scénaristique. Et ça va servir forcément. Parce que là, c'est dans ce scénario-là, ou plutôt dans cette situation-là, Sarada, je pense pas qu'elle va mourir, clairement, il y a encore du potentiel à développer chez le personnage, mais un Mitsuki, un Yodo, un Araya, ou même Konohamaru qui serait amené à mourir, voire plusieurs personnages, là je parle d'un personnage en particulier, mais il peut y en avoir plusieurs, il y en a un qui va devoir rendre des comptes par rapport à ça, c'est Kashin Koji. Parce que dans le chapitre 17, il faut bien interpréter ses propos. Il dit à Boruto que pour l'instant, la situation se déroule parfaitement comme c'était prévu. Là, il ne parle pas de la qualité de la situation. Il ne dit pas à Boruto, t'inquiète pas, les shinobi sont en train de maîtriser leur plan à la lettre, les Shinju sont tombés dans le panneau. Il ne dit pas ça. Il dit que ça se déroule par rapport à ce qu'il a vu, ça se déroule plutôt bien par rapport à l'une de ses visions du futur. Donc en gros, c'est en corrélation avec l'une de ses visions du futur. Mais ce n'est pas en corrélation avec ce que demande Boruto.
Boruto, lui, il veut savoir si ses amis sont en sécurité. Sauf que vous l'avez compris, comme je viens de le dire, Kashin Koji ne répond pas à cette question. Et là, on voit clairement dans ce chapitre, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas Boruto et Kashin Koji interagir. Parce que Boruto hésitait à intervenir, mais s'il intervenait, Jura était là pour l'abattre, pour le tuer. Sauf que Kashin Koji ne veut absolument pas ça. Est-ce que réellement, il a dit la vérité à Boruto? Il a certainement dit que ce que Boruto voulait entendre. Parce que Kashin Koji a besoin que Boruto reste en vie. Et forcément, il ne dira pas quelque chose qui portera malgré tout Boruto à intervenir. Donc, dans l'intérêt de Kashin Koji, c'est de dire une phrase à double sens en disant que la situation se déroule comme prévu, par rapport à sa vision du futur et non par rapport à ce qu'attend Boruto. Maintenant, on va parler de Konohamaru qui, lui, est dans une situation qui est plus que délicate. Parce que les autres shinobi, ils sont plusieurs, ils sont en surnombre et ils vont quand même galérer face à Ryu. Sauf que Konohamaru, par rapport à l'adversaire qu'est Matsuri, il est en danger, il est tout seul. Et Matsuri, elle est capable de tuer Gaara, elle a un niveau clairement supérieur à Gaara. Donc Konohamaru, maintenant, il va devoir faire face à celle-ci en étant dans une situation où il va devoir se surpasser avec des enjeux qui nous ont été encore montrés dans ce chapitre. On voit notamment un flashback entre Konohamaru et Moegi. Mais déjà, ce qui est intéressant, et c'est un peu pour le coup en défaveur de Konohamaru, c'est qu'on a un personnage qui a littéralement foiré sa mission. C'est-à-dire qu'il a l'objectif, il devait manipuler Matsuri par rapport à ses sentiments le temps que les autres arrivent pour l'aider une fois que Ryu aura été vaincu. Gros problème, c'est que Konohamaru, il a fait la pire erreur possible que peut faire un homme par rapport à une femme qui est amoureuse de lui. Konohamaru, pour tout simplement sortir de son rôle, il a dit à Matsuri « Ne m'appelle pas mon petit Konohamaru, ça me fait penser à quelqu'un d'autre ». Et il a évoqué le nom de Moegi, enfin c'est Matsuri qui a déduit ça parce que tout simplement, Matsuri étant l'alter ego de Moegi, elle a ses souvenirs et surtout ses sentiments. Et là, Konohamaru, il s'est mis clairement dans la merde, puisqu'il s'est mis Matsuri à dos. Elle a compris que Konohamaru n'était absolument pas en kiff sur elle, mais sur Moegi, son alter ego. Donc là, il y a vraiment de quoi faire enrager le Shinju face à Konohamaru, qui est désormais face à cet adversaire. Donc qu'est-ce que ça peut donner Konohamaru versus Matsuri? Et à la grosse différence du combat qui se profile entre Araya et Ryu, même si je pense que Araya va être épaulé par les autres shinobi, Konohamaru, on en attend un petit peu plus par rapport au potentiel de ce personnage qui est présent depuis Naruto déjà. Alors Konohamaru, la question est là. Est-ce que ça peut faire l'affaire? Est-ce que ça peut faire la différence face à Matsuri? Je le dis, le niveau de puissance de Matsuri est au-dessus de Gaara. Donc au-dessus d'un Kazekage, au-dessus d'un Kage. Konohamaru, lui, on ne sait pas réellement son niveau de puissance, surtout après l'ellipse qu'il y a eu entre Boruto et Boruto True Vortex. On sait que Konohamaru a évolué. Par exemple, il maîtrise des variantes de Rasengan, des Rasengan défensifs, étant notamment dans la capacité de riposter face au Shinju, comme il l'a fait face à Edai. Sauf que là, il va falloir faire plus que riposter face à Matsuri, parce qu'on a encore vu dans ce chapitre que si il veut sauver Moegi, il devra tuer Matsuri. Ne pas mourir en premier lieu, c'est toujours bien, mais surtout réussir cet objectif-là, avec le deuxième objectif, le principal, réussir la mission des shinobi, vaincre les deux Shinju. Parce qu'en soi, s'ils battent Matsuri et Ryu, ils peuvent libérer deux personnes, Shinki et, je l'ai dit, Moegi. Alors, qu'est-ce que peut nous montrer Konohamaru? Alors, je pense qu'il y a possibilité qu'il nous montre d'autres variantes du Rasengan, pourquoi pas, ça reste un shinobi talentueux, on peut avoir un Konohamaru avec ses origines en train de nous sortir des techniques qu'utilisait son grand-père autrefois. Pourquoi pas? Pourquoi pas le mode d'ermite des singes? Pourquoi pas Enma? Pourquoi pas une technique qui serait similaire sans aller sur l'emprisonnement des morts? On pourrait avoir des trucs stylés du côté de Konohamaru. Peut-être un Konohamaru qui va être dans la vibe du sacrifice. Un personnage qui pourrait nous dire ses adieux, mais qui emporterait avec lui Matsuri. Maintenant, il est vrai que j'ai dit sur plusieurs vidéos qu'il y avait de fortes chances que Konohamaru pouvait mourir. Est-ce que ce sera réellement le cas? Je pense quand même que Kishimoto voudrait arriver sur une finalité pour Konohamaru avec Moegi. Je pense qu'il veut récompenser, entre guillemets, le personnage de Konohamaru en battant Matsuri, ce qui permettra la libération de Moegi. En plus de ça, si on regarde les Shinju, pour moi, Matsuri semble être l'une des plus faibles par rapport aux autres. Donc, je trouve que c'est le compromis parfait pour mettre en avant Konohamaru sans le tuer. Et en soi, ce serait cohérent de montrer que Konohamaru a la puissance nécessaire de vaincre Matsuri. Parce qu'encore une fois, on ne connaît pas réellement l'évolution de Konohamaru durant l'ellipse. On ne sait pas ce qu'il a appris en termes de technique et surtout qui a pu l'aider à s'entraîner. Donc clairement,
voir un Konohamaru atteindre ce niveau-là au-dessus de Matsuri sans aller au niveau des dieux, bah c'est clairement possible, et ça peut être une bonne surprise, c'est ce qu'on attend du personnage. On arrive désormais sur l'autre partie du chapitre, un petit peu plus posée, mais brutale, Kawaki qui fait face à Amado avec deux arguments qui s'opposent. On a l'argument d'Amado qui dit à Kawaki, écoute, pour l'instant t'es en mode défensif, si tu passes en mode offensif, tu pourras récupérer toute ta puissance et faire face aux Shinju, et notamment Jura. C'est l'objectif de Kawaki, lui il veut toute sa puissance pour tuer les Shinju, et ensuite s'occuper de tous les Otsutsuki encore en vie, y compris Boruto. Et Kawaki, c'est ce qu'il demande à Amado. Sauf que Amado, le problème, c'est qu'il y a le contre-argument, il dit que voilà, il ne veut pas passer Kawaki en mode offensif, car il risque de se faire tuer par rapport au conflit qui est en cours, c'est-à-dire le conflit qui représente l'affrontement entre les shinobi et les Shinju. Et Amado dit à Kawaki, écoute, je te redonne ta puissance à une condition, tu utilises ton Kama pour que je puisse ramener ma fille Akebi. Et à plusieurs reprises, Amado, il parle de technique divine, d'utilisation divine. Clairement, là, on nous tease justement ce qu'il y a autour de Shiba Yototsuki. Et pourquoi maintenant? Pourquoi Amado demande à Kawaki d'agir maintenant par rapport au Kama? Pourquoi il ne lui a pas demandé pendant l'ellipse? Pourquoi il ne lui a pas demandé avant? Pourquoi, comme par hasard, au moment où les Shinju sont en train de ravager le monde shinobi, pourquoi là, il est en train de mettre Kawaki au pied du mur en lui disant, écoute, je te redonne ta puissance, mais par contre, tu sauves ma fille Akebi, ou plutôt, tu la ramènes à la vie. Et surtout, pourquoi il force Kawaki à vouloir accepter absolument sa proposition? Parce que, encore une fois, Kawaki a raison, il dit clairement, écoute, je m'occupe des Shinju, et ensuite, si tu veux, je vais redonner vie à ta fille. Et clairement, il lui dit que si jamais Akebi était ressuscité en tant qu'Otsutsuki, encore une fois, c'est quand même très bizarre ce passage-là, mais Kawaki dit qu'il n'hésitera pas à tuer Akebi, et Amado lui dit clairement que lui, il fera tout pour la protéger. Honnêtement, je sens que toute cette histoire autour du Kama de Kawaki, ce qui se passe autour d'Akebi et des objectifs d'Amado, ça va mener à l'arrivée de Shiba Yototsuki. Et certainement, juste après les Shinju, ou alors peut-être que ça va arriver en parallèle. Mais encore une fois, l'interrogation se pose du côté de Kashin Koji, parce que la situation qui se déroule entre Kawaki et Amado, c'est Boruto qui est à l'origine de ça suite aux informations de Kashin Koji. C'est Boruto qui a donné l'information à Kawaki que celui-ci était bridé à cause d'Amado. Ça veut dire que là on est dans une situation qu'avait prévu Kashin Koji. Donc c'est quoi réellement son but à lui de ce côté-là? Il y a tellement d'interrogations, j'ai hâte de voir où ça va mener cette discussion houleuse entre Amado et Kawaki. Parce qu'en soi, dans ce chapitre 18, on nous laisse en suspens sur ce que va faire Amado. Est-ce qu'Amado va accepter le deal de Kawaki, ou est-ce que Kawaki va devoir réaliser ce que demande Amado? C'est ça qui est très intéressant, parce que Kawaki, en réalité, ne peut pas tuer Amado. S'il tue Amado, Kawaki ne pourra pas récupérer sa pleine puissance. Ce qui veut dire que dans un sens, Kawaki est obligé d'accepter la proposition d'Amado. Mais en soi, c'est aussi le cas pour Amado, parce que Amado, il ne peut pas tuer Kawaki, il a besoin de celui-ci pour pouvoir ramener sa fille à la vie. Donc Kawaki, à un moment donné, il pourrait bluffer en disant à Amado, écoute, tu veux pas me redonner ma puissance? Très bien, j'irai sur le champ de bataille comme ça je serai sûr de me faire tuer. Amado finira par accepter, à moins qu'il dira la vérité, ou alors il nous fera comprendre que ça ne tourne pas autour d'Akebi. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi Akebi pourrait être une Otsutsuki, et d'ailleurs c'est évoqué dans ce chapitre de la part de Kawaki, et ça encore une fois le lien est très étrange, on peut se poser la question, est-ce que Akebi et Amado ne sont en réalité pas des Otsutsuki sous forme humaine ou quelque chose comme ça? Les deux Otsutsuki qui manquaient sur la stèle griffonnée de tous les autres Otsutsuki. Sur ce, je vous invite à réfléchir à tout ce que je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter en me donnant votre avis sur le chapitre 18 de Boruto True Vortex, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.